Cette fois-ci, pas de poisson d'avril, c'est la 5e de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Une émission spéciale Kingdom, mais pour de vrai cette fois-ci. Oui, alors, la précédente micro-émission, c'était donc un poisson d'avril, hein. J'espère que vous l'avez compris. J'espère que vous ne l'avez pas cru trop longtemps. Que vous n'avez pas retweeté en direct en disant « Quoi, qu'est-ce que c'est un scandale !» Truc de ouf. Enfin si, j'espère que vous y avez un petit peu cru quand même. Oui, ça serait cool. On serait content. Bref, Kingdom. Ça fait un Kingdom Hearts. Oh là là. Pas mal. Celle-là est bien. Moi, je la valide. Ok, alors Kingdom Hearts, qui est le manga que tu peux trouver le plus facilement sur... beaucoup plus que Kingdom, oui. Dans le monde entier. Kingdom, c'est quoi? Kingdom, c'est l'un des mangas les plus célèbres en Asie. Il n'est pas sorti en France. Il ne sortira peut-être jamais dans notre pays. Peut-être jamais en français. Pourquoi? Comment? Est-ce le seul dans ce cas? Ce sont les questions que nous allons nous poser cette fois. Pas de grande présentation, on va donc attaquer directement cette émission parce que on espère que vous avez entendu la petite présentation d'avant, c'est celle du 1er avril. Robin et Flavien, on est ensemble. Bonjour. Bonjour. Vous êtes parés? Ni hao. Oui. Alors donc parlons du manga Kingdom pour commencer. Kingdom, il y a pas mal de suiveurs du titre en France, hein. Mais il est loin, très loin d'être aussi célèbre que l'Attaque des Titans par exemple. Je reprends le pitch, c'est un manga qui se déroule en Chine. Il y a des centaines et des centaines d'années. Le récit nous permet de suivre le jeune Shin. Shin qui est en Chine. Qui est en Chine. Non, qui n'est pas encore en Chine. Qui est en Kin. Qui est en Kin. Kin. Compliqué, on commence déjà à vous embrouiller. Qui est dans un royaume unifié. Bref, qui est dans un royaume de la Chine. Qui est la Chine aujourd'hui. Voilà. C'est ça, dans ce qui est la Chine aujourd'hui. Donc Shin, S-H-I-N, dans son chemin vers l'accomplissement de son rêve, devenir un grand général. Sous les cieux. Le tout qui se déroule donc en pleine période des royaumes combattants avant que la Chine soit unifiée. C'est même un petit peu de cette unification que l'on va suivre. C'est quelle période? C'est les dates exactes. 500 avant Jésus-Christ, un truc comme ça. J'ai pas les dates exactes. Mais c'est il y a très longtemps. C'est il y a très longtemps, soit. Et puis c'est surtout, enfin c'est une équivalence de, je sais pas, de notre Charlemagne, j'aurais envie de dire. Ouais. Tu sais, c'est une période guerrière avec plusieurs villages. Hyper complexe avec. Voilà, 7 royaumes divisés. Enfin, la Chine, tu vois la taille de la Chine aujourd'hui. T'imagines que ça n'a pas toujours été ce territoire-là. Il y avait donc 7 royaumes. C'était très grand, c'était bordélique au possible, évidemment. Et puis c'était une époque qu'on n'a pas connue et qu'on n'apprend pas, nous, à l'école en France. Époque, enfin, des choses qu'on apprend à l'école en Chine. Qu'on apprend à l'école dans certains pays d'Asie, pas dans tous non plus, mais c'est, voilà, ça fait partie des choses qu'on apprend. Alors c'était à peu près en 771 et ça s'est fini en 221 avant Jésus-Christ. Du coup 500 j'avais bon quoi. Ouais, donc c'est genre période Empire romain et tout quoi. Exactement. Donc voilà, ce qu'on a fait avant, ce qu'on disait dans la précédente émission, c'était un poisson d'avril. Je le répète encore et encore, on sait jamais, mais c'était un poisson d'avril. Pas. Si, la Chine existe, Shin, le héros du manga, existe, mais effectivement, il ne va pas sortir en France, ce manga. Non. Ça aurait été drôle hein, que... Ouais, ça aurait été sympa. Que le concept du poisson d'avril, si vous n'avez pas écouté l'émission Poisson d'avril, on expliquait juste que 5 grands éditeurs français s'accordaient pour sortir le manga en France, manga qui est demandé à chaque fois que... Encore et écrit sur tous les forums. C'est ça. Sur internet, à chaque fois qu'un éditeur dit... Mais c'est quoi le nouveau manga qu'on va sortir? Et tout le monde fait Kingdom. Il y a toujours quelqu'un pour dire Kingdom. Limite, je pense que c'est une vanne maintenant. En fait, tu sais, c'est un réflexe. C'est un mème. Bah oui, ça devient un mème. Il n'y a pas eu de mème encore sur Kingdom. Bah allez-y, sortez Faites vos mêmes Kingdom. Donc voilà, émission spéciale Kingdom. On va parler de cette émission. On va également parler de ces séries cultes au Japon, mais qui sont quasi inexistantes en France. Inexistantes parce qu'elles n'existent pas, parce qu'elles ne sortent pas, ou parce que tout simplement elles ne fonctionnent pas. Effectivement, il y a des hits au Japon
qu'on pense comme un manga, comme un sous-manga en France. Ne fonctionnerait pas en France. C'est ça, c'est exactement ça. Le cas Kingdom, donc, le pitch, on l'a dit, le concept, on en a parlé, c'est un énormissime succès au Japon. C'est plus de 6 millions d'exemplaires vendus chaque année. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Enfin, en tout cas, l'année dernière, c'était plus de 6 millions d'exemplaires. Il y a 3 tomes qui sont sortis dans l'année, 3 ou 4 tomes, quelque chose comme ça. Donc on est pas mal, on est de toute façon. Donc c'est la 3e meilleure vente en volume au Japon. Et par tome, en nombre de lecteurs, on est dans le top 10 aussi. Je crois que le manga était 7e l'an dernier. Parce qu'il y a des mangas qui ont moins de tomes. Ouais, mais qui marchent mieux. Mais qui marchent mieux comme Hunter x Hunter. Voilà, Hunter x Hunter, c'est toujours 1,2 million, 1,3 million personnes qui l'achètent chaque année. An et encore, tous les. Je sais pas. D'autant que on l'a appris que le manga Hunter x Hunter, je crois, fait une pause encore. Togashi fait encore une pause. Effectivement, après maintenant c'est régulier. Hein. Il revient, il fait l'équivalent d'un tome, il repart en pause. Et puis il va revenir probablement en août-septembre pour un nouveau tome. On en reparlera dans une autre émission. On fera un petit sujet dans une émission libre là-dessus. Kingdom, c'est un manga signé Yasuhisa Hara. Il a reçu le 17e Grand Prix du Grand Prix Osamu Tezuka. La classe. Le tome 26 est rentré dans le livre des records sur Kingdom. C'était en décembre 2012. Il est rentré dans le livre Guinness Book des records pour avoir été redessiné par plus de 1000 personnes, fans ou mangaka. C'est ouf. Ah ouais. J'avoue que le tome 26, marrant, je comprends pourquoi du coup. Alors, moi je suis pas allé jusque-là, donc je suis capable de te dire, mais. Non, mais si, c'est vrai qu'il y a l'invasion, elle est énorme, quoi. Alors, justement, reparlons un tout petit peu de Kingdom. Flavien, quel regard tu portes sur ce manga qui, alors, avouons-le clairement, hein, n'est pas sorti en France, il n'est pas sorti aux États-Unis. Ce manga, pour le lire, aujourd'hui, la seule solution, c'est le scan, la façon pirate sur Internet. Ouais, c'est vrai. On est obligé de lire comme ça. Et l'œil que j'ai dessus, en fait, c'était un titre qui m'avait complètement échappé au début. Et en fait, il est vu qu'on part sur l'histoire de la Chine, etc., c'est une histoire qu'on connaît pas beaucoup et qu'on n'a pas énormément en tout cas dans notre vision européenne. Je comprends qu'il soit pas sorti, et s'il sortait maintenant, je pense que ça marcherait pas. Parce que y a beaucoup trop de tomes, etc. Et en fait, l'histoire est beaucoup trop ancrée dans un univers ancien pour que ça fonctionne. On va voir les raisons après. De nous, en tout cas, pourquoi tu continues de lire Kingdom ? Qu'est-ce qui te plaît dedans ? Alors en fait, je le lis parce que je suis obligé de le lire. Non, mais en fait, il y a des trucs qui me plaisent, il y a des trucs qui me plaisent pas. En fait, dans Kingdom, il y a des trucs qui me plaisent parce que le héros, il est attachant, et il y a des trucs qui me plaisent moins parce que en fait, je me rends compte que je suis moins dans tout ce qui est l'apologie de la guerre. Et je trouve que dans Kingdom, il y a beaucoup trop de guerre, et je trouve que c'est trop, la guerre devient un truc normal. C'est ton côté zen, ça. Et c'est mon côté zen. J'avoue que je suis un peu déboussolé par ça, quoi. Robin, quand je t'ai confié Kingdom, je t'ai dit vas-y, lis Kingdom. Quand t'es arrivé sur les premières pages, qu'est-ce que tu t'es dit ? Alors moi, pour être tout à fait honnête avec vous, je connaissais de nom parce que voilà, c'était un titre attendu par la twittosphère. Mais comme je me refuse à lire du scan, je ne l'avais pas lu. Et sauf que là, pour préparer cette émission, il fallait quand même que je sache de quoi on parle, donc je l'ai lu, et comme il y a qu'en lisant les scans qu'on peut le lire, je me suis fait violence. Sauf si tu parles italien. Si tu parles italien, et tu peux le lire. Je ne parle ni italien ni japonais, donc je peux pas avoir accès au matériel d'origine. Et bref, moi, en fait, tout ce qui est justement l'histoire de Chine guerrière et tout ça, les royaumes qui s'unissent et tout ça, j'ai toujours beaucoup aimé. J'aime beaucoup les films chinois sur ces sujets-là, que ce soit les Trois Royaumes ou... au cinéma, on l'a vu. Les sujets de Kingdom, en plus, c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est que c'est une culture finalement qui nous est pas si éloignée que ça. Enfin, après, on l'apprend pas à l'école, mais en tout cas, on l'a déjà vu dans des films, on l'a déjà vu dans des œuvres et tout ça. Donc c'est intéressant. En plus, comme on disait dans l'émission du 1er avril, ça s'apparente à nos conflits de guerre. Il y a un petit côté, effectivement, Charlemagne, réunification, c'est pas des chevaliers en armure, mais c'est comme chez nous, en fait. C'est-à-dire que c'est des guerres. Malgré tout, en France, on a moins eu ces petits royaumes. Oui.
Oui, mais en fait, on avait beaucoup de provinces. On avait tout ça, les provinces, et... il fallait les unifier, etc. Mais enfin, je pense qu'on se reconnaît aussi beaucoup là-dedans, dans la culture guerrière que n'aime pas Flavien. Finalement, les Occidentaux, on est beaucoup proche de ça. Quoi. En Europe, l'un des premiers pays à avoir sorti Kingdom, c'est l'Italie. Ouais. L'Italie, c'est des petits royaumes qui se sont unifiés. Effectivement, dans l'histoire, l'Italie c'était que des petits royaumes et il a fallu attendre Garibaldi et le roi Victor Emmanuel pour une réunification. Et c'est une analyse pertinente, mon cher Maxime. Mais en fait, je pense que Kingdom, il peut sortir à un moment donné dans une période, tu vois. Mais maintenant, je pense qu'il est complètement hors jeu. Ouais, parce que Glénat a sorti Red Dragon il n'y a pas si longtemps, qui est sur un sujet un peu similaire. Une histoire apparentée, effectivement. Red Dragon est plus court, quoi, aussi. Oui, mais voilà, c'est plus court. Et c'est sûr que c'est moins effrayant de te dire, je vais faire cette tome. Et même Red Dragon, il est quand même. Je trouve qu'il est moins effrayant dans la narration que Kingdom. Après, on débattra et tout, mais il est un peu plus pédagogique sur les affaires militaires, alors que dans Kingdom, des fois, t'as des scènes un peu gratuites qui sont un peu. Qu'est-ce que t'appelles scène gratuite ? Enfin, décris une scène gratuite. Les scènes gratuites, c'est ok, on va couper les têtes et puis des fois, enfin, t'as des corps là qui sont là et puis ok, c'est l'horreur de la guerre, mais en fait, ils montrent tous les trucs. Et un truc qui m'a choqué, c'est par exemple, rarement je vois des animaux qui se démembrent. Par exemple, des fois, tu vois des chevaux qui se cassent le genou et t'as un plan dessus et je fais oulala. Ouais, mais regarde, enfin, je veux dire, mais c'est l'horreur de la guerre. Le cinéma, la guerre, enfin, tu vois, tu regardes le Soldat Ryan, c'est horrible les 30 premières minutes, mais en même temps, c'est des moments de cinéma inoubliables, quoi. Enfin, mais tu sais que j'ai tué la fin de Soldat Ryan, moi j'ai du mal à la regarder. Donc, non, mais de base, en plus, dans un manga ou tu vois un film, tu vois, je peux regarder ailleurs et tout. Là, dans un manga, je tombe sur cette case et je fais et j'ai eu mal. Et en fait, il y a plein de petites scènes, des petits bouts comme ça où c'est un peu gratuit et en fait ça me dérange un peu dans Kingdom, quoi. Ouais, c'est marrant, je trouve pas ça si choquant. Après c'est l'horreur de la guerre, après, et en fait moi ça me dérange. Mais il y a tout ce côté aussi stratégie militaire et tout qui est enfin moi je sais pas, il y avait un manga que j'aimais beaucoup chez Glénat qui s'appelait Oshin, je sais pas si vous vous souvenez de ce manga. Absolument mais pas. Ça parlait, je crois que c'est une histoire encore plus ancienne, ça prend vraiment la mythologie chinoise mais très très ancienne, et où en fait c'était des figures immortelles qui aidaient les rois de l'époque à se battre, mais il y avait beaucoup de passages, il y avait beaucoup de passages avec des pouvoirs parce que c'était des immortels qui s'affrontaient, mais il y avait des passages avec des vrais moments de bataille, de stratégie, avec voilà, je place ma cavalerie à tel endroit et hop, je les repousse et tout ça. Enfin, c'est un truc qui est assez intéressant en fait finalement. C'est Sun Tzu, tu vois, enfin tout. C'est... on se retrouve sur le fameux art de la guerre de Sun Tzu, l'art de la guerre, quoi. Qui a un livre qui est cité mais partout par le général de Gaulle. Enfin, à un moment donné, non, mais c'est vrai on revient toujours au général. C'est vrai que dans Kingdom, c'est vraiment l'art de la guerre dans son apogée totale, quoi. C'est après c'est vrai que moi ça me dérange cet art de la guerre parce que je ne comprends pas que ce soit un art, mais pour Sun Tzu c'en était un. En fait faut voir ça comme des échecs, quoi. C'est-à-dire que mais c'est un échec avec des vies humaines. Et donc en fait moi c'est ce qui me dérange, c'est ce qui m'a toujours dérangé en fait quand même on étudiait les guerres quand c'est un Ikaru no Go avec des morts, quoi. Voilà, et en fait ok, on déplace des pions et tout, la stratégie est intéressante, comment les gens ils effectuent les trucs, mais mine de rien, il y a des vies, il y a quand même des vies humaines, il y a quand même. Et en fait, ce truc-là on le voit un petit peu dans Kingdom, effectivement, où des fois il y a des villages, des villes qui sont complètement sacrifiées, où il y a des trucs, on tue les enfants, les femmes et que ça. Et en fait, c'est ok, on va les venger, mais ça devient banal. Et en fait, ça me dérange vraiment. Mais Kingdom a une valeur en Asie. J'ai l'impression que ça me donne, c'est qu'il a une valeur de Game of Thrones. C'est qu'il a une valeur de Game of Thrones avec les morts, avec tout ce que ça implique, parce que du coup, on n'est pas une personne dans Kingdom. Ouais. Tout comme dans Game of Thrones, on n'est pas une personne. Et il a une valeur aussi de House of Cards en série télé. Là, je parlais du bouquin pour Game of Thrones. Effectivement, ça marche aussi sur la série. Et en série télé de House of Cards, sur ce côté politique, ce côté stratégie, ce côté on est tous des bâtards. Mais c'est vrai que la politique est hyper bien écrite, la stratégie est très bien écrite, on arrive très bien dans les pensées de chacun, les personnages sont hyper bien retransmis. Shin, qui est le jeune héros qui veut devenir général sous les cieux, en fait il devient hyper fort et tout, de plus en plus. Et puis il y a l'autre personnage qui est le personnage qui a vraiment réunifié la Chine. Heisei qui va unifier la Chine, qui prend un peu tout ça et tout. Mais c'est vrai que en fait en prenant
si j'étais Shin, le héros, enfin, en voyant Shin, le héros qui commence à grandir, etc., en voyant l'horreur de la guerre, il devient beaucoup plus fort en voyant ça. Mais il voit tous les trucs et il devient très fort, Bien sûr. devient de plus en plus fort. Mais c'est vrai que moi, j'arrive pas à me dire... Oui, mais toi, t'es pas né à cette époque-là. Je suis pas né à cette époque-là, mais c'est vrai que en tout cas, en plus dans un contexte actuel, etc., tu vois, j'ai un peu du mal à me dire, si ça sortait maintenant, et je sais pas si je le lirais, tu vois. Enfin voilà, c'est juste ce... Ouais, je vois pas forcément un petit côté... Petit côté attentat, du coup on a peur. Non, c'est pas le côté attentat, c'est plus les violences on les voit tout le temps à la télé, tu vois, on parle de Game of Thrones, on parle le truc est là, et en fait, quand je lis un truc, j'ai pas forcément envie de voir un truc comme de lire un truc de guerre. Ouais, mais Game of Thrones, Hunger Games, c'est du grand public, c'est des gens qui meurent et c'est plutôt décrit de façon sale et ça marche. Oui, ça fonctionne, mais tu vois, en fait, ça marche, mais j'ai pas envie qu'encore un autre truc arrive. Tu vois, on en a quelques-uns. J'ai pas encore, tu vois, sur un autre support que j'aime bien. Il y en a plein, du coup, autant passer sur d'autres trucs. C'est juste. Mais ceci dit, tu continues à le lire. Alors, en fait, j'ai continué à lire pour en parler sur l'émission, mais c'est vrai que, là, par exemple, là, sur Tom 26, je comprends en fait pourquoi il y a un engouement quand l'armée de la coalition arrive, et franchement, les scènes, elles sont belles, elles sont épiques. Ce qu'il faut dire aussi, c'est le dessin sur Kingdom. Le dessin, il est incroyable. Hein. Les premiers tomes. Ils sont moches. Ouais, il est pas ouf, parce que moi j'ai lu vraiment que le début. C'est faut le dire, c'est pas ouf le début. Mais la narration est excellente. Ouais. Non, ouais, par contre, la narration est la narration est excellente. Graphiquement, effectivement. Ouais. On peut éventuellement dire que ce n'est pas très esthétique. Ouais, mais après, voilà, vu que c'est ça s'améliore sur les scènes de bataille. Après, c'est fluide et tout, mais c'est vrai qu'il arrive à montrer ce que je disais tout à l'heure. Il arrive à montrer l'horreur de la guerre, à montrer la stratégie, et même il arrive à faire des plans d'au-dessus comme si on était un avion ou un hélicoptère. On est sur du plan drone à des moments clairement. Ouais, sur des plans drone et qui sont incroyables, où tu vois la terreur qui peut se passer en face et l'un et l'autre, les armées qui s'affrontent, les armées qui rentrent à l'intérieur des unes des autres. On a l'impression d'être un drone et de surplomber tout ça. Et en fait, c'est pour ça que du coup, moi je suis plongé dedans, je dis oulala, je suis en train de vivre un truc que les gens ont dû vivre à l'époque et me dire mais comment c'était à l'époque, oh là là, c'est horrible pour tout le monde quoi. Kingdom, c'est plus de 30 millions d'exemplaires vendus du manga, c'est énorme. L'auteur a prévu plus de 1000 chapitres. C'est annoncé, c'est officiel. Oui, il y aura plus de 1000 chapitres, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on est genre au 556e chapitre. C'est pour vous dire qu'on est qu'à la moitié de Kingdom. Donc on sera à plus de 100 tomes à la fin. Publié donc depuis 2006. Déjà 12 ans, donc on est reparti pour 12 ans. Donc on peut dire que jusqu'à 2030, il y aura Kingdom. Si vous êtes fan de Kingdom, c'est cool. Vous avez 20 ans de publication devant vous, c'est cool. Après, l'histoire elle est intéressante et tout. Non, mais c'est vrai que ça... Et la série animée, elle, est composée seulement de 2 fois 40 épisodes, 2 fois 39 épisodes. Elle n'est pas non plus sortie en France. Série qui est donc officiellement sortie au Japon. C'est étonnant que cette série animée, qui soit moins imposante, qui entraîne moins de responsabilités, ne soit pas sortie sur les plateformes de vidéos en ligne en France, les plateformes légales. Après, rien n'empêche qu'elle peut sortir par exemple sur une plateforme comme Netflix et tout, ou qui achète des séries, qui peut acheter des séries par lot, quoi. Netflix pourrait être la plateforme qui sort Kingdom. À l'époque, effectivement, on était sur une sérialisation, il fallait acheter une série. Bon, on va pas prendre du Club Dorothée, ça ne pourra pas passer et tout, mais après il y a une sérialisation, mais aussi vu qu'on est sur des plateformes comme Amazon Prime ou sur Netflix qui achètent que des lots, ça peut-être qu'un jour on peut se dire ils achètent un lot et bam, c'est diffusé quoi. Oui, Netflix peut acheter 80 épisodes comme ça, sans problème. Faut voir faut voir le coût. Parce que ça fait partie des raisons pour lesquelles le manga ne sort pas en France. C'est le coût de ce manga. Et il y a 50 tomes, comme on l'a dit sur l'émission un peu de joke, il y a 50 tomes, il faut les traduire, il faut les imprimer, il faut faire la promo, en fait il faut aussi se reprojeter. C'était en quoi, 2006 t'as dit ça, c'est 2006. Tu vois, on était où le manga en France en 2006 on était bien. Ouais, mais
c'était quoi les... Il y avait One Piece, Naruto, du Fairy Tail. Je veux dire, certains ont décidé de sortir Détective Conan, tu vois. Donc, ouais, mais t'avais pas des trucs historiques comme ça. Non, on était sur du shonen pur, quoi. On était beaucoup plus sur du shonen. En plus, c'est ça, on est sur un récit qui est quand même qui flirte avec plusieurs genres, tu vois, qui a des ressorts du shonen, mais qui est publié dans un magazine de seinen, qui parle d'un contexte historique qui est complexe. Donc, tu vois, peut-être qu'à l'époque, en 2006, en France, on n'était pas encore chaud pour publier ce genre d'œuvre un peu trop en mélange des genres, et maintenant c'est trop tard entre guillemets, puisque c'est ça, il y a 50 tomes, tu fais comment tu vas dire aux gens hey, je sors une nouvelle série, il y a 50 tomes. Ouais, mais regarde sur One Piece, au final, s'ils avaient sorti Kingdom au début, ça avait été le même engouement que One Piece. Ouais, mais parce que One Piece, je pense pas que Glénat, quand ils ont pris One Piece, ils s'attendaient à avoir 85 tomes. Bah ça, non, ça c'est certain. Oui, mais tu n'attendaient pas, mais tant mieux pour eux, du coup, aujourd'hui. Mais de base, bon, déjà, c'est quand même au niveau du dessin, c'est quand même mieux. Ouais. Et en plus, c'est plus accessible tout de suite, quoi. Dès le premier tome, t'es pris dedans, t'es dans le... Et puis, en fait, t'as aussi ce côté que tu peux très vite te mettre à la place de Luffy, tu vois, même si t'as un pouvoir et tout, là, con, c'est rigolo. Tu peux très vite t'identifier à Luffy. Et puis, ça vient du shonen, enfin, ça vient du Jump. Oui. Donc, tu vois, déjà, c'est un gage de succès qui est plus quantifiable. Tu peux pas forcément te mettre à la place de Shin qui va venger quelqu'un et qui va buter tout le monde, tu vois, dans le contexte des guerres des 7 royaumes que personne ne comprend. Alors peut-être qu'il y a un effort à faire, mais ce qui est marrant, c'est que ce manga n'est pas non plus sorti aux États-Unis. Ouais. Et aux États-Unis, alors d'une, ils ont une immigration asiatique, et notamment chinoise, qui est bien plus importante qu'en France. Et donc des consommateurs potentiels encore plus importants. Et pourtant, ils ne le sortent pas non plus. C'est ça, en fait. Quelles sont toutes les autres raisons pour lesquelles le manga ne sort pas dans le reste du monde, France y compris? Est-ce que dans les autres... Alors, est-ce qu'en Chine, il sort? Pardon? Est-ce qu'en Chine, il est sorti d'ailleurs? Oui. Quand tu m'as parlé de communauté chinoise, il est sorti dans beaucoup de pays d'Asie. Ouais. Mais je pense que ça suit en Corée, ça suit dans pas mal de pays. Après, c'est leur culture. Ouais, c'est ça. T'es quand même dans un truc assez ciblé. Aux États-Unis, tu vas parler des trucs chinois, même s'il y a une immigration chinoise. Comment les éditeurs peuvent en parler, tu vois, c'est un peu difficile du coup c'est comme si tu faisais un manga pour une communauté, tu vois, c'est pas je vois pas le souci au final. Enfin, ils font des tonnes de choses pour les communautés. Oui, après c'est vrai qu'aux États-Unis c'est plus communautaire. Ils font des séries télé pour les communautés afro-américaines, ils font des séries télé pour les communautés latino. Le communautarisme aux États-Unis, c'est vraiment pas un problème, surtout dans l'industrie culturelle. Alors, mais du coup, on parle de communautarisme, mais là, on parle de l'historique. Du coup, là, quand il y a truc communautariste, on est sur du truc lambda, on va dire. Mais là, on est sur de l'historique dans une période où que les gens connaissent approximativement. Du coup, pédagogiquement, c'est un peu dur de le traiter, je trouve. Ouais. Non mais oui, c'est probablement dur de le traiter, mais effectivement, si ça ne sort pas, c'est qu'il y a bien des raisons de toute façon. Ouais, et puis c'est très asiato-centré, je sais pas comment dire. Tu vois, le sujet déjà de la série est très lié au contexte de l'histoire de l'Asie, tu vois. Tout à fait. Et en plus, assez ancien. Et en plus, une histoire ancienne et une histoire qui est ultra compliquée. Donc, après, de toute façon, publier un manga ou une œuvre en général, c'est un alignement des astres. Et il s'est avéré que pour Kingdom, c'était peut-être, je sais pas suffisamment bien au moment où ça commençait pour que ce soit repéré. Enfin, après, c'est peut-être pas passé dans les bonnes mains. Puis maintenant, c'est tout simplement trop tard. Et... Quels sont les... on disait tout à l'heure qu'à chaque fois qu'il y avait une annonce, les gens faisaient Kingdom. Quelles sont les raisons avancées par les éditeurs aujourd'hui, officiellement, de façon légale, par les éditeurs, quand on leur dit non, nous ne sortirons pas Kingdom parce que 2 points. Trop long. Chez Glénat, série trop longue. Ils répondent ça dans leur newsletter. Tu sais, chaque mois, Glénat, ils font des newsletters pour répondre aux questions des lecteurs. Et c'est toujours ça qui revient, c'est qu'ils adorent, mais c'est beaucoup trop long et ils savent très bien que ça décourage déjà. Alors, eux, ils parlent des lecteurs, mais je pense les libraires aussi. Si t'arrives, tu vas voir les libraires en tant qu'éditeur, tu te dis on a une nouvelle série. La première question qu'on te pose en général quand tu lances une série manga chez des libraires, c'est ils te disent c'est en combien de tomes, et là tu fais il y en a déjà 50, mais il y en aura 100, tu vois. Donc là les libraires déjà ils te font ouais bon ok adieu. Et voilà quoi, c'est ça qui freine le plus, je pense. Et surtout s'ils arrivent avec le premier tome où c'est pas ouf dessiné, tu fais ok, oui, en fait c'est ça. S'il n'y a pas un retravail derrière, on sort pas le nouveau Boichi, tu vois, c'est un d'accord, bon le tome 1, puis qui sort au mois de juin le nouveau Boichi.
Et tu vois, les libraires, ils sont pas tous sur les sites de scan et tout ça, donc ils maîtrisent pas forcément ce qui cartonne au Japon, quoi. Est-ce que c'est une raison, le fait que le manga fonctionne correctement au scan, le fait qu'il soit déjà lu et relu par de nombreuses personnes, est-ce que pour vous c'est une raison qui fait qu'il n'est pas publié, genre ça ne suivra pas en vente? Non, pour moi c'est pas une raison. Pour moi on revient encore sur le contexte économique. C'est pas parce qu'il est lu en scan qu'il peut forcément fonctionner ici. C'est pas parce que les gens le lisent en scan que ça va être acheté par du grand. Justement, non, mais c'est ça le sens de ma question. En fait, c'est ciblé pour moi. Il y a ça, et il y a aussi le prisme déformant des réseaux sociaux, c'est-à-dire que t'as l'impression qu'il est très attendu parce que t'as toujours des messages qui vont te parler de Kingdom, mais au final, il représente combien de personnes? C'est très compliqué à quantifier, tu vois. On n'a aucunement moyen de le savoir. C'est ça, quoi. Et c'est pas toujours représentatif de vraiment du potentiel de quelque chose, l'attente de, tu vois. C'est ce qu'on a sur beaucoup de titres. Il y a des titres comme Doro et Doro, par exemple, chez Soleil. Excellent manga. Souvent sur les réseaux sociaux, souvent on voit des plaintes de mais il est introuvable. Et quand ils le ressortent, quand ils le réimpriment, ça fait 200 ventes. Bah oui. Et 200 ventes, c'est pas assez. Chez Glénat, Parasite, c'était la même chose. Il y avait eu un tome de Parasite qui était indisponible pendant je sais pas combien d'années. Et comme il y avait eu l'animé qui était sorti, tout le monde était là, genre ouais, vous le ressortirez. Enfin, tu vois, c'est pas non plus des ventes phénoménales. Parasite, c'est juste que il y a beaucoup de gens très motivés qui se mobilisent pour demander quelque chose. Donc t'as l'impression que ça fait du monde, mais c'est. En fait, c'est juste une cible, une niche, quoi. Voilà. Donc, c'est une niche qui fait beaucoup de bruit. Mais alors, est-ce que cette niche suivrait commercialement si on sortait, si on était si on faisait un Kickstarter? Déjà, il faut te dire que tous les gens qui vont commenter pour ça ne vont pas forcément acheter Kingdom, donc tu vois, ça commence à réduire déjà. Est-ce que la solution pour sortir Kingdom en France, ça serait de le faire numérique? Ça serait de faire un Kickstarter. Un Kickstarter? Numérique, pas numérique, il est total, les gens préachètent les tomes et tout. Alors va expliquer ça aux éditeurs japonais que tu vas faire un Kickstarter, et parce que je pense pas qu'ils vont adapter leurs droits parce que tu fais un Kickstarter, parce que vu que c'est la 3e meilleure vente au Japon, ils vont pas le vendre pour des cacahuètes, tu vois, donc c'est ça la question. Après, c'est que un manga, quand tu achètes les droits d'un manga, tu n'achètes pas, tu donnes pas une somme symbolique, tu l'achètes au tome. Bah ouais. Après, tu vois, une des solutions, ça peut être, est-ce que, comme une plateforme comme Netflix, est-ce qu'il sortirait pas en numérique, tu vois? Du coup, il est que en numérique, t'as pas à acheter de l'imprimerie et tout, t'as juste la traduction du clean. Mais tu vois, je pense que c'est pas que les coûts d'impression qui freinent les éditeurs, c'est je crois pas toute la machine qui est derrière. Ouais, c'est ça, t'as la promotion, t'as tout le truc et tout. C'est ça. Et en plus, le numérique, c'est des avenants contractuels encore plus compliqués. Je pense qu'ils sont encore moins partants pour le faire en numérique. Le prix de la licence, puisque du coup, je pense que les ayants droit satisfaits de leurs 30 millions d'exemplaires vendus, effectivement, ils vont pas le liquider juste pour que ça soit acheté. Hein. Non. Ils sont très contents de ce qui se passe, ça leur fait pas plus. Et puis ça marche très bien au Japon, que ça marche pas en France, honnêtement. Je pense que c'est pas un souci. Effectivement, Je pense aussi. Et que peu importe la résonance dans le monde, il y a une résonance aussi Internet qui, je pense, satisfait aussi l'auteur. Oui. Je pense que les gens. Enfin, ça le. De toute façon, en fait, son titre il marche, donc en fait. Et puis je surfais sur différents réseaux sociaux comme Reddit par exemple pour voir ce que pensaient les Américains, ce qui était dit aux États-Unis. C'est la même chose qu'en France, quoi. Et la question, et ils vont même plus loin encore en se disant est-ce que Viz US, donc Viz qui a une dépendance, allez, on va simplifier en disant que c'est une dépendance de Shueisha avec Shogakukan, etc., de différents éditeurs japonais. Est-ce que Viz, qui est un éditeur aux États-Unis, va le sortir? Et il y a des débats comme ça sur des lignes et des lignes avec plein de commentaires sans fin. C'est assez drôle, voilà. En tout cas, effectivement, entre le coût de travail, l'incertitude de ce que ça va donner, l'incertitude de où ça va, la qualité des premiers tomes, c'est autant de raisons qui font que Kingdom ne sort pas et ne sortira probablement jamais. Non. Mais après, peut-être dans 10 ans, on grâce sait pas. À Internet, vous y avez accès par des moyens détournés. Donc. Ce qui est déjà ça. Voilà. Il y a d'autres mangas qui sont sortis en France et qui ont une existence presque inexistante. Une non-existence. Tu parlais de Parasite, effectivement, et il peut en faire partie. Et encore, c'est pas un blockbuster Parasite. Hein. Non, mais bon...
Bon, après, oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que c'est une œuvre un peu culte pour la niche qui l'a lu, mais c'est ça. C'est vrai c'est ça qu'il est bien, Parasite. Non, mais c'est super, mais. Et des séries au long cours comme ça destinées à un public japonais ou asiatique. Conan ou Gintama, quoi. C'est ça. Il y en a d'autres qui sont sortis en France et qui ont été des échecs totaux. Toto. Bah oui, Toto. Doraemon. Ouais, c'est vrai. Doraemon, c'est culte au Japon, c'est le Astérix japonais, j'ai envie de dire. Ouais, mais si. En France, on connaît Doraemon. Ouais, mais je pense que c'est aussi une question de timing aussi, tu vois. Il y a eu plein de trucs. Le Doraemon, c'était hyper connu au Japon, c'est sorti dans la vague où il y a le manga est revenu. Et ça a pas profité de ce truc parce que l'humour est très japonais aussi, tu vois, il y a tout un truc. C'est souvent c'est le très problème culturel, quoi. En fait, dans les mangas que je vais citer, je pense que souvent le plus gros problème c'est l'humour. Doraemon, effectivement, on est sur une question d'humour. Malgré tout, le personnage a un petit peu percé. Ah ouais. C'est-à-dire que aujourd'hui, sur le public manga, tout le monde connaît Doraemon. Mais il l'a jamais lu. Mais tout le monde n'a pas lu Doraemon, effectivement. Et il y avait ce manga qui se passe dans un commissariat là, ou je sais pas quoi. On en parlera en toute fin d'émission parce que celui-ci il va probablement sortir. Jamais sorti en France. Tu parles de Kochika, mais en jeunesse encore. Si je vous dis Shin-chan. Oui, Shin-chan, moi j'ai déjà vu des animés et lu quelques mangas. Il y a eu le dessin animé. Et c'est pareil, c'est sorti sur une période donnée. Et maintenant, je pense que tu vois Shin-chan, tu fais. Je vais peut-être enfin si ça sort maintenant je pense qu'il y aura des signalements CSA tout le temps, quoi, tu vois, ce serait pas possible. C'est un enfant qui monte ses fesses assez régulièrement, effectivement, qui fait toujours des bêtises. Mais Shin-chan qui a un carton en Asie, mais c'est trop drôle, c'est super drôle Shin-chan. Tu vas en Indonésie, en Malaisie, dans d'autres pays comme ça d'Asie, Shin-chan c'est un carton, c'est une norme. On en avait parlé à l'émission sur l'humour. C'est vrai que l'humour c'est ce qui est le plus dur à exporter, quoi. C'est hyper dur de le traduire. Enfin, après Shin-chan, c'est vrai que c'est. Il faut se mettre dans un contexte. On est comme si on était au Japon avec de l'humour japonais. Rentrer dans un contexte et se dire, ok, je regarde un truc complètement what the fuck où il y a un petit garçon qui fait n'importe quoi dans un humour japonais. Il y a quand même plein de paramètres, quoi. Et on n'était pas prêts. Il y a d'autres mangas, d'autres animés en fait plutôt, qui étaient sortis en France en tout début des années 90. Je pense à Samurai Pizza 4 qui a été récemment réédité par les éditions Kazé. Mais ça c'était cool. Mais tu sais pourquoi c'était cool ? Parce que en fait, Haïm Saban. C'était des samouraïs et des chats. C'était des chats samouraïs qui livraient des pizzas, soit. Rien que ça, c'est cool. L'humour était complètement what the fuck. L'humour, c'était n'importe quoi. Les studios Tatsunoko à l'époque étaient habitués à faire des trucs un petit peu différents à ce moment-là au Japon. Et Samurai Pizza 4 était acheté par des Américains, enfin par Haïm Saban, un israélo-franco-américain. Qui a acheté l'exploitation française, américaine, probablement italienne, allemande, j'en sais rien. C'est Power Rangers, pour ceux qui savent. Oui, et ensuite qui a fait effectivement du Power Rangers, mais qui a acheté ça et qui a refait tout à sa sauce. Il y a eu un remontage, il y a eu une réinterprétation des dialogues, tout a été changé. Dis-toi même que le nom d'un des personnages du générique n'est pas le même que dans les épisodes. C'était une époque où... C'est une époque où ils pouvaient faire des choses, quoi. C'était vachement libre. Mais Shin-chan existait aussi à cette époque et il n'a pas eu ce remontage. Non, mais Shin-chan c'est un peu difficile. Tu vois, sur My Pizza 4... c'était tellement what the fuck que tu pouvais faire un peu ce que tu voulais, alors que Shin-chan il y a quand même une minute de continuité quand même. Ouais, on est sur des épisodes très courts quand même sur Shin-chan. Peut-être sur du 6-7 minutes par épisode malgré tout. Bon, en tout cas, ça c'est pour l'animé. Le manga de toute façon n'a pas fonctionné non plus. Je vais parler aussi d'animé qui est aussi tiré d'un manga, Tiger and Bunny. Ah ouais, Tiger and Bunny, c'est un des animés préférés au Japon. Ouais, alors qu'ici ça fait un flop, quoi. Moi je me rappelle quand c'était sorti Tiger and Bunny, c'était un peu le préquel de My Hero Academia, etc. La veine des super-héros. Tiger and Bunny, c'est des histoires de super-héros qui sont financés par des sponsors pour pouvoir les aider à continuer de sauver le monde. C'est un peu le préquel de My Hero Academia, mais sauf que je pense que Tiger and Bunny, il est sorti trop tôt. Oui, c'est ça, en France. C'est un problème on parlait du timing. Le timing de Tiger and Bunny, il arrivait avant tout ce qui était Marvel, etc., avant la hype des super-héros. Et bam, ça n'a pas marché en France parce que au Japon, ça fonctionne parce que il y avait Hero Man, je vous en avais parlé une fois dans un podcast où c'était pareil. Échec total, Hero Man. Échec total aussi. Il y avait aussi le truc avec Lee qui avait fait un manga avec
Stanley qui avait fait un manga aussi. Ah oui, ça a plutôt bien marché. Ça a plutôt bien marché, mais tu vois, on était dans cette période-là où on essaie avec de faire Takei, l'auteur de Shaman King. Ouais, on essaie de faire des super-héros, mais c'était pas encore la période, mais on est dans le comics, on va faire pas mal de comics, et bam, ça fait plein de petits échecs comme ça, quoi. Non, mais ça, c'était moins un échec. Bon, déjà, c'était pas un blockbuster au Japon, donc forcément, ça a pas été non plus un échec comme Tiger and Bunny, numéro 1 des animés au Japon, numéro 0 en France. Enfin, c'est aussi ça que je vois, pas mal de petites séries de Magical Girl. Il y a des trucs comme ou des trucs comme Love Lies, etc. au Japon, ils sont des cartons, on n'en a jamais entendu parler en France. Mais je pense après c'est peut-être aussi des œuvres qui s'apprécient plus une fois que t'as compris et assimilé la culture japonaise, tu vois, et peut-être que, comme dit Flavien, c'est pas sorti au bon moment et les gens étaient pas encore assez habitués. Et puis ce sont des œuvres aussi mass market, c'est-à-dire qu'au Japon, quand ils les lancent, il y a l'animé, il y a le manga, oui, voilà. Il y a les figurines. Nous on lance un peu ça comme ça, genre. Il y a des affiches dans tout Tokyo, il y a des affiches dans les plus grandes villes japonaises. Nous, effectivement, on n'a pas la même force de frappe pour lancer un projet comme ça. Et quand on le fait, effectivement, ça va être sur My Hero Academia et on a un niveau de qualité qui est autre que Love Live. Et puis My Hero Academia, encore une fois, c'est ça, c'est que c'est sorti. Maintenant, les gens ont bien compris ce que c'était que les super-héros, ils ont bien compris ce que c'était que les shonen, et tu vois, tu leur parles d'un truc qu'ils connaissent, quoi. Et bien, je pense qu'il n'y avait pas les mêmes forces de frappe, il n'y avait pas les mêmes moyens aussi financiers. Et en plus, c'est ça, à l'époque que maintenant. Et maintenant, il y a un peu plus de moyens. Le manga est quand même devenu un peu plus mass market. Oui. Et il y a un peu plus de moyens. Dans le métro. Après, il y a la situation Gintama. Gintama qui est apprécié malgré tout. Il a toujours eu des très bons échos. Tu peux pas dire à quelqu'un Gintama c'est bien ou c'est pas bien. Non, si c'est bien. Tout le monde dira c'est bien Gintama. Personne l'achète. Personne, j'exagère. Soit, mais personne n'achète Gintama, qui est un manga d'aventure what the fuck, avec un humour what the fuck aussi. Nippo-japonais. Faut le dire aussi. Il fait plein de références à tous les. C'est un peu le manga méta, quoi. Gintama. Oui, clairement. Il va reprendre tous les trucs et tout, mais c'est vrai que si t'as pas une culture du manga, si tu connais pas la culture japonaise et que t'as loupé Gintama, pour t'y remettre, c'est un peu difficile, quoi. Après, je vais parler aussi d'autres mangas qui sont top 10 au Japon, ou top 20, tu vois, mais qui sont pas top 10 en France. Magi, sorti chez Kurokawa. C'est c'est l'histoire des Mille et Une Nuits. En mode shonen, il y a tout pour que ça fonctionne. Mais on m'a dit que l'animé était super bien. L'animé est trop beau. Non, mais tout est super bien. Le manga est super bien aussi. Et pourtant, ça ne marche pas en France. Food Wars. Food Wars, c'est un carton au Japon. On parle de cuisine, on parle de gastronomie. On en parlera dans la prochaine émission d'ailleurs de Food Wars et de la gastronomie. C'est quelque chose d'universel, la gastronomie, et ça ne marche pas. Oui, mais après ça fonctionne. C'est quoi, c'est la chance? C'est juste une histoire de chance? Quand même un peu, je pense que c'est une histoire de chance, mais c'est histoire de comment est-ce qu'on place. En fait, comment on communique aussi, je pense, sur certains mangas. Je pense qu'il y a aussi une histoire de communication. Je vais prendre un exemple. Glouton et Dragon. Pareil, c'est top 20 au Japon, Glouton et Dragon. Casterman achète la licence, ils misent dessus, font de la promo, ils font de la communication. Ils pensaient que ça allait fonctionner plus que ça ne fonctionne aujourd'hui, Glouton et Dragon. Et pareil, on est sur un truc décalé, on est sur un truc qui avait tous les moyens de fonctionner. En plus, c'est vrai que c'est Saka qui s'en occupe. Saka, ils sont connus pour justement faire du manga pas mass market, enfin pas, tu vois, un peu décalé par rapport à ce qu'ils ont fait, le boulot qu'ils ont fait sur Tama Romae, qui a bien plutôt bien marché. Sur Tama Romae, on était quand même sur un truc un peu plus historique, un peu plus masse, tu vois. Mais Glouton et Dragon, on est sur une histoire de fantasy aussi masse malgré tout. Ouais, mais pour moi, il y a quand même des codes d'heroic fantasy, mais aujourd'hui, c'est que tu t'adresses quand même à un public déjà connaisseur de l'heroic fantasy, donc déjà tu commences à aller dans du public spécialiste, quoi. Ouais, il est déjà nombreux, le public d'heroic fantasy. Mais Glouton et Dragon, t'es quand même vraiment sur des références de RPG, tu vois, c'est pas Game of Thrones, tu vois. Ok. Et en plus de ça, tu vas te spécialiser sur un truc particulier de ça, qui est le fait de cuisiner, tu vois, donc tu réduis les... Bon, on parlera cuisine dans la prochaine émission. J'en ai d'autres. Yowamushi Pedal.
Je sais même pas Je ce sais que pas ce c'est. que c'est. Je sais pas ce que c'est. Yowamushi Pedal, il est sorti en France. Enfin, le début est sorti en France. Pareil, c'est un gros carton au Japon. C'est un manga sur le cyclisme. Bah oui, pédale, ouais. Ah oui, ok. Et ils ont commencé, c'est une petite Ça boîte. aurait pu marcher en France, ça, quand même. Ouais. Mais on a le On est Tour quand de même France. un pays du vélo, quoi. On a le Tour de France. Oui, mais tout ce On qui est fait un manga sur les gens qui font du vélo. Oui, mais tout ce qui est sport ne marche pas en fait. Il y a eu que quelques titres. C'est pas du sport, c'est du vélo, mec. Le vélo, c'est du sport. Moi, je fais du vélo. Non, tu fais Ouais, pas mais du les gens sport. qui suivent le Tour de France, ils lisent pas, non? non, pardon. Non, mais il y a eu une vraie mode de l'animé de vélo, de l'animé de cyclisme, du manga. Comment il s'appelle le gars qui faisait plein de petits boulots ou qui était tout le temps en vélo là, qui justement il se tapait plein de filles. Dans Golden Boy. Golden Boy. Voilà. Mais bon, autre manga, mais ça c'est on est sur du patrimonial. Yowamushi Pedal, c'est un manga ou un animé qui fonctionne, qui marche à peu près. En France, il est totalement inexistant. Ça marche, enfin ça marche. Je veux dire, les gens connaissent, mais quelques fans connaissent au final, mais ça n'a aucun succès financier. Et là où on est encore pire, c'est sur de la jeunesse encore, c'est Détective Conan. Ouais. Et pourtant, Détective Conan, il y avait eu l'animé qui passait à la télé. Moi, je me souviens, je le voyais de temps en temps. Je sais plus sur quelle chaîne ça passait. France 3 je crois que ça bah, passait, en tout cas, une chaîne RTN. Enfin, je sais plus laquelle. Détective Conan, ça avait tout pour fonctionner. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est une lassitude sur les Détective Conan. Parce qu'en fait, quand c'est quand même très long, quoi. Ouais, c'est très long. Et en fait, c'est toujours la même rythmique. Ouais. Du coup, je pense que tu peux très vite passer d'un tome à un autre. T'as pas suivi, c'est pas très grave quoi. C'est une enquête à la Colombo. Enfin dans Julie Lescaut aussi, tu vois, c'était une rythmique, c'était toujours la même. Et dans Inspector Gadget encore plus. Moi ça me fait toujours penser Détective Conan, je pense à Inspector Gadget à chaque fois. Moi j'ai dit Julie Lescaut, je sais pas pourquoi. Non mais c'est toujours la même rythmique. T'as toujours à la fin t'as un tout petit truc sur son identité, pourquoi, etc. Mais c'est toujours la même rythmique. Je pense que Détective Conan c'est plus une lassitude. Il arrive au bon moment parce que les tout premiers tomes je crois qu'ils ont plutôt bien fonctionné. Il y en a trop et en fait au bout d'un moment tu lis, tu fais c'est la même chose. Ah mais c'est encore la même chose. Vas-y, je vais aller aux 70 tomes. Ah ouais, c'est encore la même chose. En fait, c'est juste des enquêtes quoi. Donc au bout d'un moment, t'en lis 1, 2, c'est la même chose. Ouais, mais c'est des bonnes enquêtes au final. Mais je pense que tu vois un public japonais qui va lire ça dans des magazines et tout, ils vont lire les enquêtes comme ça et puis ils vont, enfin, tu vois, c'est cool, comme un feuilleton quoi, comme un Julie Lescaut quoi. Tu vas regarder ça. Il aurait fallu mettre Détective Conan dans Okapi toutes les semaines, tous les mois. Voilà, ou même limite, tu vois. Et puis limite, c'est ça comme dit Flavien, tu peux l'avoir raté pendant 3 mois, c'est pas grave, tu vas retomber dessus. C'est moi quand je regardais les animés, je sais que j'allais regarder un épisode puis un autre et en fait j'étais pas perdu parce que je savais ce qui allait se passer quoi. Le problème du coup ce serait plutôt les ayants droit parce que les ayants droit n'auraient pas forcément accepté que ça soit publié sur un magazine tiers etc. Un peu à l'arrache. Finalement c'est les ayants droit, les gens qui possèdent les droits de ces œuvres qui sont un petit peu responsables des échecs également. Ouais, peut-être, mais parce qu'en fait, je pense aussi à l'époque on pensait sur des tomes, etc. Mais peut-être que si, tu vois, sur des Conan, une innovation aurait été de, justement, vu qu'on est sur du feuilletonnant, pourquoi pas mettre dans un magazine? Et ce qui serait intéressant, serait de voir sur des épisodes comme ça, mais pourquoi pas les mettre sur des magazines? Pourquoi pas justement mais là, c'est trop tard. Ouais, mais voilà. Mais enfin bon, de toute façon, on en revient toujours un petit peu à ça à chaque fois dans les discussions, c'est que les Japonais en soi, ils s'en tapent complètement si ça marche à l'étranger ou pas. Tant que ça marche chez eux, ils sont contents. Après, ils vont pas faire des efforts pour que ça marche à l'étranger. Justement, ça marche. Justement, on fait le parallèle avec une conférence qui s'était passée au Livre Paris sur la place du manga en France, et on disait effectivement les Japonais, il y a un marché qui se passe au Japon, il y a un marché qui se passe en France. Les regards ne sont pas forcément les mêmes. Donc, bien sûr, malgré tout, la France reste la vitrine occidentale de l'export pour le Japon en termes de manga. Et ça, faut pas l'oublier non plus. On peut se la péter, nous, en tant que lecteurs. Je voulais parler de ces mangas qui ne sortiront probablement jamais en France. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé 1 ou 2 fois dans cette émission, le manga le plus long aujourd'hui, qui s'appelle Kochikame. Kochikame... en France, vous l'avez déjà eu légalement, on va dire, dans le jeu Jump vs Factory. C'est un jeu de baston avec que les héros du Jump. D'accord, okay. Et dedans, t'as les personnages de Kochikame. Il y a un perso que vous connaissez pas, c'est lui. C'est un bridge. Un peu comme dans Smash Bros, il y avait toujours un perso de jeu. Que tu connaissais pas. C'est les jeux de Nintendo, et il y avait un perso qui n'était dans un jeu qui n'était sorti qu'au Japon. J'ai jamais su qui c'était. Et c'était le petit garçon avec son bonnet là, je sais plus comment il s'appelle. Ness. Dans Jump Victory, justement, tu as un perso qui est Kochikame. C'est une sorte de mini-Mati ange gardien du manga.
Non, c'est un flic de quartier qui vit dans sa petite cabane de flic de quartier et on suit ses aventures. Effectivement, c'est totalement japonais, tout se passe dans le Japon, dans les rues japonaises avec des traditions japonaises. Il n'y a aucun moyen que ça sorte en France. Non. Ça existe depuis 1976 au Japon. Et c'est à combien de temps? Il y en a plus de 100. 1976, mec, c'était pas c'est Feu de l'amour. C'est une des séries les plus longues en fait. C'est la série la plus longue, je crois. Alors qui s'est terminé, mais le spin-off a continué. Il y a le spin-off a continué. Et du coup, l'auteur a continué. Oui, c'est une suite sans être une suite. Je pense que c'est marketing. Et à l'époque, il y avait Sazae-san aussi, qui a commencé en 46, qui finit en 76 plus tard, quoi. C'est une des vieilles séries qui n'est jamais. C'est du patrimoine, quoi. Les trucs qui ne pourra jamais sortir. À l'inverse, il y a quelque chose qui est sorti, qui a eu un plutôt bon écho, probablement grâce au studio Ghibli. C'est les Yamada, mes voisins, les Yamada. Ouais. Qui est un manga aussi, un manga de journal, un manga de strip, tu sais, de journal. C'est très 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 japonais, quoi, pour le coup. Enfin, moi j'aime beaucoup le film, mais et le bouquin est très drôle aussi. Mais c'est vrai que c'est très japonais, quoi. C'est la vie d'une famille avec plein de petites virgules graphiques qui sont un peu, tu vois, oniriques et tout. Enfin, c'est très très étonnant comme truc, mais. Et le film comme le manga, enfin, les deux sont vraiment chouettes, mais effectivement, il y a eu une chance, un alignement des étoiles différents pour les voisins Yamada. Mais je pense qu'on est pareil, il y a eu une pédagogie qui s'est faite à ce moment-là aussi. On arrive sur une côté un peu Ghibli, sur la culture japonaise. Reconnaissance artistique aussi, tu vois. Puis c'est pas un carton non plus, les voisins Yamada n'ont pas. Non, mais dans la même époque, il y avait Amer Béton, il y avait quelques trucs qui sortaient comme ça où tout le monde avait envie de se jeter sur des choses différentes. Personne s'est jeté sur Golgo 13. Le James Bond japonais. Enfin si, dans les années 80 il y a eu une tentative dans l'un des premiers fanzines dans le Cri qui tue. Golgo 13 il y a eu quelques publications, mais non, il n'y a pas eu grand chose. Il y a eu une publication de Golgo 13. Glénat avait fait deux gros bottins là. Alors, on peut parler de bottins clairement. Je sais plus s'ils sont encore imprimés. Je pense pas. Mais ils sont très demandés. Enfin, je sais qu'en tout cas quand ils étaient en rupture, ils étaient très demandés, quoi. Oui, je pense parce que c'est une œuvre culte. C'est historique, quoi. Si jamais graphiquement c'est classe, quoi. Enfin, graphiquement c'est joli. Et si jamais vous avez l'occasion de. Et les bouquins sont cool, quoi. Enfin, les éditions, les grosses éditions sur Golgo 13. Non, mais lisez vraiment au moins une fois Golgo 13. Effectivement, je vous encourage pas à lire des pages et des pages, mais c'est intéressant. C'est vraiment intéressant pour beaucoup de raisons. Plus récemment, même très récemment, parce qu'on a 3 tomes, il y a un manga qui a eu un look de Golgo 13 ou de Kochi Kamei par exemple, qui va pas sortir. Bon, je pense que ça ne sortira jamais. Ça s'appelle Ichinichi Gairichu Tsuroku Hancho. Alors tous les jours. Manga sur la cuisine. On est sur un look particulier. Un truc entre Kochi Kamei et mon histoire. Je sais pas si tu... d'accord. C'est marrant. Ok. Look particulier sur la cuisine, ça ne sortira pas, je pense. Je peux me tromper, mais il y a peu de chance. Pourtant, c'est encensé par la critique au Japon. La plupart des mangas qui traitent de l'Allemagne et de la guerre en 45. Effectivement, donc il y a une imagerie nazie. On évite d'acheter en France. Bizarrement. Pourtant, en termes de production culturelle, on est... Ouais, justement, on se dit on n'a pas besoin d'acheter, on a suffisamment ce qu'il nous faut. Ouais, probablement. Après, effectivement, le regard japonais est différent malgré tout sur la Seconde Guerre mondiale et sur ce qui s'est passé. Et limite, cette imagerie-là, ils le prennent en mode icône pop. Ouais, d'accord. Sans vraiment tenir compte de ce qu'il peut y avoir de lourd derrière. Et donc, ça, effectivement, les éditeurs, même dans le monde entier, ont du mal à acheter ça. Les mangas de sport. Ouais. Il y en a quelques-uns qui en sortent. C'est-à-dire qu'à une époque, tous les mangas de Adachi sortaient. Ouais. Même les mangas sur le baseball, alors qu'on n'a rien à foutre du baseball, clairement. Pourtant, ces mangas sortaient. Aujourd'hui, au Japon, il y a des mangas sur tous les sports. Tu fais de l'escrime, il y a des mangas sur l'escrime. Tu es entraîneur de football, il y a un manga dont le héros est entraîneur de football. Il y avait même un manga sur le billard. Il y a des mangas sur le billard. Il y a un très bon manga sur le bowling. Qui je pense ne sortira pas non plus. Il y a sur le curling aussi, tu vois. Non mais oui. Déjà on part sur du bas fond de sport. Ne critique pas le curling, s'il te plaît. C'est ta dernière chance de faire les Jeux Olympiques. Il n'y a pas eu encore de manga sur la planche. Manga sur le handball. Ouais. France, pays de handball. Ouais. Je me dis que il y a effectivement une ouverture pour
sortir un manga sur le handball. C'est un des premiers assistants de Kishimoto, l'auteur de Naruto, qui a fait un manga sur le handball. Pourquoi ça... Il y a des choses qui sortent, mais effectivement, vu les échecs des mangas de sport... Bah attends, même aujourd'hui, finalement, même Captain Tsubasa, bon, le dessin animé est culte, tout le monde connaît Olive et Tom, mais le manga, il est pas non plus... Enfin, tu vois, il fait pas des ventes de ouf. Il expose pas tout. Hein. Malgré tout, l'animé revient, donc... oui, voilà, mais... Là, depuis le 2 avril, l'animé est disponible sur la plateforme ADN. Du coup, en plus, ce qui est plutôt cool, c'est que les épisodes sont gratuits pendant un mois. Ah, ok. Voilà, c'est le bon truc sur Captain Tsubasa, plutôt qu'Olive et Tom, enfin la nouvelle série. Donc voilà, tous les mangas de sport sur le baseball, il y a des choses qui sont formidables, qui sont très bien faites. Hein. On parle de bowling, de billard, même sur ces sujets-là, on parle de golf dans le jump. C'est vrai qu'il y a c'est l'auteur de Kuroko's Basket sur le golf, Laser Beam. Il y a peu de chances que ça sort au final. Hein. Cagnard, spécial dédicace. C'est ça. Et Cagnard est très fan d'un manga qui est édité chez Glénat qui s'appelle Dream Team. Oui. Dream Team qui est un manga sur le basket qui va être adapté en animé là. Effectivement, peut-être que ça sera une solution, mais c'est un échec en France. Bah oui, ils sont passés en double volume. C'est ça quand. Ça, en général, quand tu fais ça, c'est que quand l'éditeur est obligé de passer en double volume direct et que c'est pas une réédition, c'est que c'est mal parti. Et puis les mangas de boobs. C'est un vrai style, c'est un vrai genre au Japon. Mais c'est vrai qu'on en a parlé dans l'émission avec Johnny sur les boobs, etc. Et qu'on en a parlé après sur... c'est pas des trucs... Ça désacraliserait un peu le manga et du coup on tomberait sur un truc où le manga est vulgaire. Ça peut porter défaveur au manga en fait. Du manga vulgaire dit de boobs... Au Japon, il y en a plein les rayonnages. Mais on est sur une autre dynamique, on est sur une autre acceptation aussi, quoi. On critiquait à demi-mot malgré tout certains mangas qui ne sortaient pas en France. On peut être très content que ces mangas ne sortent pas en France. Parce qu'il y a vraiment du bas de gamme. Hein. Il y a vraiment beaucoup de bas de gamme. On a déjà suffisamment engorgé en termes de production de bande dessinée en général. Donc, c'est ça, nos magasins, si on a le manga, voilà. On a quand même, en fait, les éditeurs, il faut quand même un filtre sur tout ce qui passe et ils essaient de sortir quand même le meilleur qu'ils peuvent, enfin les choses qu'ils peuvent avoir et les meilleurs qu'ils peuvent avoir, quoi. C'est ça. Et c'est pas une mauvaise nouvelle non je plus. pense qu'aujourd'hui, on a quand même une offre qui est suffisamment variée tout en restant, tu vois, avec une qualité suffisante. Moi, je suis d'accord. Pour que on n'est pas à se plaindre. Bon bah voilà, après il y a des exceptions comme Kingdom, c'est dommage puisque c'est un manga qui mériterait. Enfin, malgré tout, bien sûr. Il mériterait de sortir en France, clairement. Complètement, mais voilà, après c'est un accident, on va dire, mais et des accidents, il y en a parfois. Voilà. C'est ça. Merci messieurs. Et ben merci à toi. Je pense qu'on a fait le tour de pourquoi ça ne marche pas, de tout ce qui peut ne pas fonctionner en France. Si vous voulez prolonger le débat, si vous avez des contre-arguments, n'hésitez pas. Hashtag 5DC sur Twitter, hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga sur Facebook. Merci beaucoup, à bientôt. Et la prochaine fois, on parle de bouffe. Et ça va être cool. Ça va être cool. Miam. Tchou.